Bonjour à tous, alors j'ai l'immense plaisir de vous présenter Gabriel Rockhill, si vous ne le connaissez pas déjà, si vous n'avez pas déjà suivi des conférences de lui, notamment son atelier de théorie critique en anglais. Alors nous avons la chance de l'avoir à Paris presque tous les ans, il n'était pas là l'année dernière néanmoins, parce qu'il s'occupe d'un séminaire à l'EHESS, un séminaire en anglais, mais heureusement nous profitons de ce peu de temps libre qu'il a pour lui faire des conférences en français. Donc comme il a une œuvre vaste, aujourd'hui on va surtout parler de l'ensemble de la critique concernant le marxisme occidental, puisqu'il y a une grande trilogie qui est à paraître. Et c'est vrai que peut-être on aura aussi la chance de faire dialoguer Gabriel et Aniela Quaris, parce que son œuvre touche aussi à l'histoire des idées, donc à l'histoire. Et notamment aussi de l'influence américaine en France, ce sont des thèmes connexes. Enfin, il y a énormément de choses à faire avec Gabriel et surtout notre pays. Parce que j'aurais dû peut-être commencer par ça, c'est peut-être un des meilleurs connaisseurs, voire le meilleur connaisseur de la pensée française d'après-guerre, et notamment ce qu'on a appelé la French Theory. Donc la French Theory, comme vous savez, c'est un courant d'idées qui correspond à un certain nombre de penseurs comme, je sais pas, Foucault, Deleuze, Derrida, Lacan, Lévi-Strauss. Tous ces gens ont été promus à un certain moment. On dit French Theory parce que le mouvement a été particulièrement lancé aux États-Unis à partir d'une conférence en 1966 et ça a été retenu d'une certaine manière, bon, pour sa qualité intrinsèque, mais aussi quand même pour son utilité anti-marxiste au sein de la guerre froide. Et alors bon, Gabriel Rockhill, il faut savoir qu'il a fait son mémoire avec Derrida. Il avait vécu 11 ans à Paris, à l'époque où en gros les gens de cette génération étaient encore vivants, donc il a eu cette chance de pouvoir étudier avec eux. Une chance. Oui, d'accord. Oui, alors on va y venir justement, c'est que c'est un véritable parcours intellectuel. Alors donc voilà, Gabriel effectivement a fait son mémoire avec Derrida, il a fait sa thèse avec Badiou sous la direction, sans son jury de thèse, il y avait Balibar. Après un post-doc avec l'école de Bourdieu. C'est pour ça que je vous dis c'est vraiment le meilleur connaisseur de tout ce courant qu'il a connu de près. Et bon, ce qui est intéressant, c'est à un moment, il va certainement développer, mais c'est à un moment une sorte d'autocritique qui lui est venue, le fait qu'il s'est rapproché d'une certaine version du marxisme, parce que simplement il se rendait compte en tant qu'intellectuel que c'était pas ces courants-là qui lui permettaient d'expliquer les contradictions du monde contemporain. Et donc, bon, effectivement, moi quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai proposé à Gabriel de faire un livre d'entretien qui est paru, qui s'appelle le Requiem pour la French Theory, pour fêter un peu son passage à l'Est, j'allais dire, voilà, d'une certaine manière. Bon, et donc Gabriel, voilà, effectivement, va faire ce long travail sur lui-même, mais en même temps, c'est le travail de la philosophie, hein, c'est tout à son honneur. Hein. Platon m'est cher, mais la vérité m'est plus chère encore. C'est Aristote qui a fini par dire ça. Tous les philosophes sont les disciples de ces grands moments philosophiques d'autocritique, en fait. C'est ça qui fait avancer les choses. Et à cela s'ajoute aussi, je crois, une connaissance intime de la France, enfin un amour pour la France, un amour pour sa pensée. Voilà, je pense que vous avez tous compris que malgré les aléas, les vicissitudes, tout ce qu'il a à dire est absolument important, absolument essentiel, et d'une certaine manière va changer l'appréhension de la pensée contemporaine. C'est véritablement qu'est-ce qu'on a voulu nous faire apprendre dans toutes les universités, parce que la French Theory c'était ça, hein, la French Theory, mais aussi le marxisme occidental, et on va un petit peu élargir la focale, non pas simplement à la French Theory, comme vous savez sur la Café Marxiste, j'ai un petit peu présenté ce livre, et bien sûr qu'on va revenir dessus avec Gabriel, parce qu'on a la chance de l'avoir là, mais on va rentrer dans ce qui est son grand projet, ce qui doit aboutir à sa trilogie. C'est d'abord on parle évidemment du marxisme occidental, de ce qu'a été l'école de Francfort, après la French Theory, et aujourd'hui ce que tu appelles le désordre infantile. Je pense que tu penses à Hart, Nogri, Badiou, Zizek, etc., qui serait un petit peu la pensée contemporaine. On va essayer de faire un peu un rapide survol en un peu plus d'une heure sur ces questions. Donc alors, la French Theory, c'est pas spécialement marxiste, mais c'était même très clairement anti-marxiste, très anti-hegelien. On était à un moment de la lutte idéologique pendant la guerre froide qui était celui-ci. Mais d'abord, ça commence par ce qu'on appelle le marxisme occidental. Alors,
est-ce que ça va être ma première question, Gabriel, parce que peut-être en précisant que le marxisme occidental n'est pas simplement un marxisme à l'Ouest, c'est un marxisme qui a été directement pensé comme anticommuniste, anti-soviétique en tout cas. Est-ce qu'on peut véritablement parler d'une sorte de marxisme anticommuniste? Voilà, on va peut-être commencer par là, si tu veux bien. Merci Émeric, merci Yannick. Moi, je suis vraiment ravi de participer au Café Marxiste. Et j'espère qu'on va continuer à collaborer dans les années à venir parce qu'il y a plein de choses à faire. Il faudrait faire traduire les marxistes français, notamment en anglais, et dans d'autres langues également. Bon, pour répondre à ta question, la première chose que je dirais, c'est que le marxisme occidental, je crois que c'est la forme dominante du marxisme dans les pays impérialistes, et surtout en Europe occidentale et aux États-Unis, et que c'est un produit du révisionnisme. Je vais y revenir. Mais que le marxisme occidental, dans le fond, c'est sur le plan théorique marxiste et sur le plan pratique anticommuniste. Et donc ça, c'est la contradiction de fond du marxisme occidental. Comment faire les deux choses à la fois? Pour expliquer sa provenance, je crois qu'il faut en revenir à la critique du révisionnisme chez Lénine, parce que c'est Lénine qui a souligné à quel point le révisionnisme dépend de la base socio-économique de l'impérialisme, dans la mesure où c'est l'aristocratie ouvrière qui a profité et qui profite encore de l'histoire de la colonisation et du colonialisme et donc de l'impérialisme. Et cette classe ouvrière aristocrate ou ces couches privilégiées de la classe ouvrière en Occident n'a pas intérêt à remettre en question le système impérialiste dans la mesure où cette même classe en profite. Là, ce que Lénine a diagnostiqué dans l'histoire de l'impérialisme et donc dans l'aristocratie ouvrière, cette forme de révisionnisme a été en quelque sorte radicalisée dans la phase suivante. Parce que lorsqu'on parle du marxisme occidental, on fait référence surtout à des universitaires. Donc la critique de Lénine, c'est une critique d'intellectuels engagés dans la lutte ouvrière. Il faisait partie des partis politiques, il cherchait à avancer vers des prises de pouvoir, même si c'était par un virage social-démocrate. Mais dans le cas du marxisme occidental, au moins l'essentiel, parce qu'on parle des grandes tendances du marxisme occidental, il s'agit plutôt d'universitaires qui sont déconnectés de la lutte ouvrière et qui, pour la plupart, ne font pas partie des partis politiques et qui n'y visent pas le pouvoir de l'État. Et donc, lorsque on regarde le marxisme occidental, on voit clairement qu'il s'agit d'une espèce de radicalisation du révisionnisme du début du XXe siècle. Cette radicalisation-là est aussi liée au fait que, de la même manière que le révisionnisme est ancré dans l'aristocratie ouvrière, cette forme de révisionnisme radical est ancrée dans ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie intellectuelle. Donc les gens à qui tu as fait référence tout à l'heure, des marxistes occidentaux d'aujourd'hui, comme Badiou, comme Zizek, ou on pourrait remonter plus loin dans l'histoire et faire référence à Adorno, Horkheimer ou d'autres penseurs comme ça. Ce ne sont pas des penseurs qui sont ancrés dans la lutte des ouvriers, ce sont des universitaires qui sont engagés dans une pratique théorique qui est fondée surtout sur la valeur d'échange de ce qu'ils font, pas sur la valeur d'usage par rapport au mouvement ouvrier. Et donc à ce niveau-là, je crois que le marxisme occidental change en quelque sorte l'orientation même du marxisme, où il remplace la primauté de la pratique par la primauté de la théorie. Et ils visent vraiment à produire et ils ont produit des produits de consommation intellectuelle. Et l'objectif principal, c'est de trouver une part du marché intellectuel et de faire avancer leur propre carrière intellectuelle et théorique. Et donc, c'est une espèce de perversion, si vous voulez, du marxisme, et une espèce de mercantilisation du marxisme.
Je dirais par ailleurs que cette pratique théorique qui est anticommuniste et qui est aussi axée plus sur la valeur d'échange que sur la valeur d'usage pour le mouvement ouvrier, que cette pratique-là, on peut décrire cette pratique-là par un certain nombre de principes ou de tendances. Il y a tout d'abord l'obscurcissement de la contradiction principale, c'est-à-dire de l'impérialisme. L'impérialisme n'existe pas. Ou, s'il existe, il prend des formes très différentes de ce que Lénine a théorisé comme l'impérialisme. Deuxième point, c'est qu'il rejette en grande partie la résolution de la contradiction principale, c'est-à-dire qu'il rejette le socialisme réellement existant. Troisième point, c'est qu'il y a un rejet de la science et de l'ontologie matérialiste du marxisme. Donc il y a une espèce d'irrationalisme qui est très répandu dans le marxisme occidental, à des degrés divers. Évidemment, enfin je parle de tendance générale, après on pourrait toujours entrer dans les détails en regardant tel ou tel penseur. J'ai déjà souligné la primauté de la théorie plutôt que la primauté de la pratique, et le fait que ces penseurs-là sont coupés du mouvement ouvrier et des partis politiques. On pourrait dire que pour eux, jusqu'alors, il s'agissait de changer le monde pour les marxistes, pour les vrais marxistes, mais maintenant, il est question surtout de l'interpréter. C'est ça la visée principale. Pour conclure, je dirais donc qu'il s'agit d'un marxisme en quelque sorte pervers, dilué, éclectique, marchandisé, et une transformation académique du marxisme, où il s'agit plutôt de penser que de s'engager dans la lutte et de vendre des produits de consommation, certes des produits de consommation intellectuelle, et de faire valoir sa propre pensée, plutôt que de participer à un travail collectif qui consiste à comprendre le monde afin de le transformer. Donc voilà quelques éléments de réponse à ta première question. Oui, parce que je me disais, il y a peut-être aussi une façon de se centrer uniquement sur des questions, par exemple, culturelles. On va venir tout de suite à l'école de Francfort. Mais ce qui veut dire aussi fuir le marxisme comme pensée rigoureuse, un peu complète, et qui a des choses à nous dire aussi comme vision du monde par rapport à la science. Enfin, et notamment c'est le rejet de la dialectique de la nature, qui était jugée soviétique, trop diamate, quoi. Alors qu'en fait, c'est déjà chez Engels. Et d'une certaine manière, Engels faisait ses travaaux avec Marx, hein, surtout quand il travaillait sur la dialectique de la nature, Marx était au courant de l'entièreté de ses travaux. Donc c'est le marxisme vraiment comme une vision du monde qui est d'une certaine manière cantonnée à une approche plutôt culturelle. Donc justement, peut-être, ça je voulais te demander un petit peu pour que les gens comprennent un peu mieux, disons, historiquement, comment ça arrive. Qu'est-ce qui se passe avec l'école de Francfort, en fait? J'ai l'impression que c'est un peu séminal, c'est un peu le début, on part un peu de là, y compris, et là on retrouve au bout d'un moment, bien sûr, les liens avec les États-Unis, même avec les services secrets états-uniens, parce que ça va jouer un grand rôle après, on va le voir, hein, mais voilà, peut-être si tu pouvais expliquer sur ces questions-là. Oui, mais pour rebondir tout de suite sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que le marxisme est un projet d'analyse de la totalité. Et ce qu'on voit dans le marxisme occidental, c'est que on élimine l'analyse du monde naturel et de la dialectique de la nature. Et évidemment, les travaux de Georges Gastaut sont très importants à ce propos. Mais aussi, en grande partie, on laisse tomber l'économie politique. Et l'analyse scientifique de l'économie et de la politique afin de faire uniquement une analyse culturelle. Donc il y a une espèce de limitation du champ d'analyse du marxisme au monde culturel. Et d'ailleurs, l'analyse de la culture qu'il propose, étant donné que c'est une analyse qui est coupée de la base socio-économique de la culture, vise tout simplement à interpréter et souvent à faire valoir la culture bourgeoise. Donc lorsque Adorno, Marcuse ou d'autres penseurs comme ça disent que seul l'art peut nous sauver, et notamment certaines formes d'art bourgeois sont capables de nous sauver, là on voit vraiment que c'est un projet de transformation qui consiste à limiter le champ d'analyse du marxisme, mais aussi de transfigurer le marxisme en son contraire.
Mais bon, oui. Et le désespoir, quoi, aussi. Il dit, ce désespoir peut nous sauver. Donc, et après, il s'agirait finalement de faire de la musique dodécaphonique et puis tout irait bien, quoi. Donc, oui, c'est un petit peu le projet. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement avec l'école de Francfort? Parce qu'il y a vraiment un côté. Moi, j'ai vécu presque un an en Allemagne et c'est un peu comme le French Theory chez nous. Hein, c'est quasiment imposé, quoi. Hein, oui, tout à fait. Ouais. Alors, où on va vous mettre en valeur des positions un peu de désespoir, type la fraction armée rouge, et une sorte de culte un peu de l'action directe, complètement non stratégique d'une certaine manière, ou alors sinon c'est le désespoir à la Adorno, quoi. Et la jeunesse de gauche en Allemagne est un peu ballottée entre ces deux modèles. On a l'impression que ça c'est bien, parce qu'après l'école de Francfort a été réinstallée par les États-Unis. Donc, tout à fait. Ouais, ça peut être et peut-être on peut aussi parler, on va peut-être aussi parler comment on passe de Adorno et Horkheimer au cas de Herbert Marcuse, parce que Herbert Marcuse, là, je pense que les jeunes ne sont pas au courant, mais ça a été le grand penseur de la jeunesse étudiante des années 60. Et alors, en te lisant, moi, je suis vraiment tombé de ma chaise. Enfin, c'est sûr que par exemple, j'avais beaucoup lu Michel Kouskar qui dès les années 60 le repère comme un adversaire idéologique, parce que c'est lui qui parle des nouvelles luttes. J'ai absolument rien contre les nouvelles luttes, mais les nouvelles luttes en tant qu'elles remplaçaient la lutte des classes, c'était désigné ça, et tout en disant que la classe ouvrière n'était plus le sujet révolutionnaire, qu'elle s'était vendue par un plat de lentilles. C'était le penseur de ça, en fait. Ouais. Et en même temps, c'était le plus radical de l'école de Francfort. Ouais. Et voilà, peut-être tu peux expliquer pour le public français, parce que vraiment tout ce que tu as apporté là, enfin quand tu regardes vraiment le dossier Marcuse, ça va très très loin, quoi. Ouais. Et peut-être dire aussi quelle était les positions de l'école de Francfort au moment de la guerre du Vietnam, au moment de l'expédition de Suez. Enfin, pardon, voilà. Mais commençons peut-être par l'école de Francfort, et puis on peut enchaîner avec Marcuse, parce que l'école de Francfort présente une espèce un type de marxisme qui est censé être plus sophistiqué, plus averti sur le plan culturel que les formes de marxisme qui souffraient, soi-disant, de réductionnisme, de déterminisme, de autoritarisme, de productivisme, de téléologie. Et, bon, on connaît un peu la chanson, quoi, de toutes les critiques du marxisme réellement existant. Et un des objectifs principaux sur le plan idéologique, c'était de proposer une nouvelle forme de marxisme. Un marxisme qui était plus sexy, plus vendable, plus intéressant, plus sophistiqué, plus raffiné que le marxisme de l'Est. Ce qui est très important à comprendre à ce propos, c'est que, et là je vais juste expliquer un concept que je trouve très utile. On parle, comme vous le savez sans doute, du complexe militaro-industriel pour souligner le fait qu'il y a un lien étroit entre le gouvernement d'une part et les objectifs militaires du gouvernement et le système capitaliste dans son ensemble. Donc l'économique et le monde politique fonctionnent ensemble. Mais pour bien comprendre l'école de Francfort, je crois qu'il faut ajouter un troisième terme, c'est qu'il y a un véritable complexe militaro-industriel académique. C'est-à-dire que le monde universitaire ne fonctionne pas aux États-Unis comme une espèce de sphère autonome, complètement coupée du monde politique et de l'univers économique. Au contraire, il y a un système organique qui fait que toute la production intellectuelle qui a lieu à l'université est ancrée dans un monde plus vaste et a de nombreux liens au monde économique et au monde politique. Et ce qu'on voit dans le cas de l'école de Francfort est assez révélateur, parce que l'école de Francfort est partie de l'Allemagne de l'Ouest lors de la montée en puissance du fascisme. Ils se sont installés à New York et très peu de temps après, il y a, ça dépend de comment on définit les membres de l'école de Francfort, entre 7, 8, 9 membres de l'école de Francfort qui commencent à travailler pour le gouvernement américain. Et pas uniquement le gouvernement, mais de manière plus précise, les agences de propagande et les services de renseignement. Surtout le Office of War Information, donc le bureau d'information de guerre, the Office of Strategic Services, le bureau de services stratégiques, donc le prédécesseur de la CIA, et le département d'État.
Ce qui est très intéressant à ce niveau, c'est que souvent, bon, dans les histoires du marxisme occidental que j'ai lues, on a tendance à dire qu'il s'agissait de lutter contre le fascisme, que de toute façon ces intellectuels avaient besoin de gagner leur vie et donc ils ont juste collaboré pour lutter contre le fascisme et gagner leur pain. Mais quand on regarde de plus près l'histoire de l'école de Francfort, on comprend que ce passage par le gouvernement, et c'était pas uniquement un passage de quelques années, parce que en tout, il y avait, je crois que plus d'une cinquantaine d'années que ces intellectuels ont travaillé pour le gouvernement, ça a été une espèce de tremplin pour ensuite leur carrière universitaire. C'est-à-dire que, si on prend l'exemple de Marcuse, il est passé par le Office of War Information et ensuite l'OSS et le département d'État. Il travaillait toujours pour les départements d'État lorsqu'il a commencé à enseigner à l'Université Columbia. Et lorsqu'il a commencé à y enseigner, en fait, c'était dans un institut qui s'appelle l'Institut russe, qui était directement lié à un projet de la CIA et du service de renseignement qui consistait à prendre les intellectuels qui travaillaient pour l'OSS et ensuite le département d'État et de les mettre sous la couverture, ça se dit comme ça, de l'université. Et donc, les continuités sont très très fortes entre ces deux mondes. Et d'ailleurs, le directeur de l'Institut russe où travaillait Marcuse à l'époque, Philippe Moseley, était un consultant qui travaillait de près avec la CIA pendant des années et des années. Et il était très haut placé. Il faisait même partie d'un groupe qui s'appelle le groupe de Princeton, qui rencontrait régulièrement, qui avait 4 fois par an des réunions avec Allen Dulles et les dirigeants de la CIA pour faire ou travailler sur des National Intelligence Estimates, donc des évaluations d'intelligence nationale. Et donc, on voit bien que, en fait, pour bien comprendre l'histoire de l'école de Francfort, il faut voir au moins 2 choses. D'une part, il ne s'agit pas uniquement d'une école de pensée allemande, marxiste, qui a percé sur le marché des idées parce qu'ils avaient des idées plus raffinées, plus sophistiquées, etc. Non, il s'agissait et il s'agit encore d'ailleurs, parce que l'école de Francfort continue jusqu'à aujourd'hui, il s'agit vraiment d'un projet transatlantique. Comme avec la théorie française et dans le bouquin qu'on a fait ensemble, on montre que la théorie française part de la France, où les matières premières se trouvent en France, mais en fait ça a été façonné et vendu par le biais des États-Unis, et c'est exactement la même chose pour l'école de Francfort. Mais la deuxième chose, c'est que l'école de Francfort a été promue par le complexe militaro-industriel universitaire des États-Unis. Et c'est par ces biais-là qu'il s'est imposé comme une des écoles de pensée les plus importantes du 20e et même du 21e siècle. L'autre élément à souligner, c'est que c'est pas uniquement les liens à Washington, mais c'est aussi le rapport aux fondations de la classe capitaliste, et surtout dans le cas de l'école de Francfort, la fondation Rockefeller. Et il faut savoir, bon, Annie Laquaris et d'autres ont fait des travaux très importants là-dessus, mais il ne faut pas penser que le monde des fondations capitalistes est en quelque sorte séparé et coupé du monde des services des renseignements. Il s'agit de 2 mondes qui sont complètement entrelacés, à tel point que il y a des réunions régulières, il y a des contacts et des liaisons entre les fondations et l'État. Les gérants qui travaillaient en fait et qui donnaient des subventions à l'école de Francfort venaient de l'OSS et de la CIA. Et donc, le personnel même de la fondation de Rockefeller est très étroitement lié à des services de renseignement et des agences comme la CIA, l'OSS, etc. Et donc, je peux me permettre une petite précision pour mes compatriotes.
ce qu'il faut comprendre, c'est que l'OSS, c'est pendant la guerre, donc c'était pas honteux de la part d'antifascistes allemands d'être dans les rangs de l'OSS. Et par exemple, Marcuse le reconnaissait volontiers. Le problème, c'est la CIA qui a succédé à l'OSS dans quelques années après. Et là, il continue en fait à travailler pour la CIA. Et donc là, ça pose problème à partir du moment où il était financé par la Fondation Rockefeller, y compris pour aller à Paris, pour convertir un certain nombre d'intellectuels français à la version occidentale du marxisme. Oui. Donc là, on parle vraiment de l'après-guerre. Hein. Il n'y a plus le fascisme, il n'y a plus l'alliance entre l'URSS et les États-Unis, parce que ça, à partir de là, c'est pas honteux de travailler pour l'OSS, c'est ça que je voulais dire. Mais la CIA, enfin, d'une certaine manière, il faut le dire au bout d'un moment. Mais ça, il le reconnaissait. Mais Marcus. Oui, mais il y a des choses à préciser, parce que c'est vrai qu'au sein de l'OSS, il y avait il y a plusieurs choses à dire. L'OSS cherchait à travailler avec des marxistes, parce que les marxistes font des analyses matérialistes et sont très utiles. Mais ils voulaient aussi des intellectuels qui comprenaient le monde, l'ennemi principal, c'est-à-dire le monde soviétique. Oui, et donc ça aussi, c'était très important. Et puis, le modèle de l'OSS, c'était de faire réunir plusieurs perspectives, même des perspectives contradictoires, afin d'en tirer ensuite d'en tirer des décisions sur le plan politique. Donc, mais l'autre chose à dire, c'est que l'OSS ne cherchait pas uniquement à lutter contre le fascisme. C'est vrai que les services de renseignement où travaillait Marcuse et Neumann, ils étaient impliqués par exemple dans les procès de Nuremberg. Et donc, il y avait un engagement antifasciste. Mais en même temps, l'OSS était impliqué avant la fin de la guerre dans ce qui est devenu un projet qui a continué bien longtemps après la guerre, qui consistait à intégrer des nazis et des fascistes dans les services de renseignement américains et aussi de les réinstaller en Allemagne, en Italie, et parfois de les envoyer ailleurs, comme en Amérique latine et au Japon. Et donc, l'idée que de travailler sur l'OSS, c'était uniquement la lutte contre le fascisme, oui, à un certain niveau, parce que c'est vrai que l'OSS, c'était très... il y avait des départements qui étaient séparés. Et donc, Marcuse n'était pas en train de recruter, des fascistes et des nazis. Mais il travaillait de très près avec l'homme qui était juste au-dessus de Marcuse, était directement lié à Allen Dulles, le directeur, un personnage clé pour comprendre l'histoire des États-Unis, qui était dans l'OSS pendant la guerre et puis qui a dirigé la CIA pendant longtemps après la guerre. Et c'est lui qui a aussi commencé à recruter très très tôt les fascistes. Et dans les entretiens de Marcuse, il dit très bien, il dit très clairement lui-même, il y a un entretien avec Habermas, lorsque Habermas lui demande, parce que bon, l'école de Francfort a quand même conseillé au gouvernement américain de faire une dénazification beaucoup plus sérieuse que ce qui a été fait finalement. Et Habermas a demandé à Marcuse, qu'est-ce qui s'est passé avec vos conseils au gouvernement américain? Et Marcuse a tout de suite dit, finalement, ils ont plus ou moins ignoré et ils ont commencé à intégrer les nazis. Mais Marcuse a continué à travailler pour le département d'État à ce moment-là. Donc il avait des collègues, il savait très bien qu'il y avait des nazis et des fascistes qui circulaient à Washington. Donc il était dans ce monde-là. D'ailleurs, bon, ça je saute en avant, mais juste pour souligner un point que je trouve très important, c'est que lorsque l'école de Francfort est revenue en Allemagne de l'Ouest, qui était quand même complètement contrôlée par les États-Unis et la CIA, parce que bon, le gouvernement d'Adenauer c'était complètement contrôlé par la CIA. On a des témoignages de Philippe Agee qui explique ça. C'est un ancien espion de la CIA qui a dit la vérité après. Ouais. Et donc, quand ils sont revenus en Allemagne de l'Ouest, ils ont travaillé de près avec des intellectuels qui avaient collaboré avec les nazis et qui étaient eux-mêmes des nazis. Et le directeur de l'école de Francfort
après Adorno et Horkheimer, le directeur qui a dirigé l'école de Francfort pendant, il faudrait que je regarde mes notes, mais je crois que c'était presque une vingtaine d'années, Ludwig von Friedeberg, il avait passé 11 ans en tant que nazi après la guerre, je crois que c'était à peu près 8 ou 9 ans après la guerre, il s'est intégré dans l'école de Francfort. Donc l'idée est que l'école de Francfort luttait tout simplement contre le fascisme et défendait les valeurs démocratiques, etc. Il faut vraiment réviser cette idée-là parce que elle est complètement fausse. Mais c'est vrai, il faut penser au rôle d'Alain Deleuze pendant la guerre qui était à Genève, l'affaire Jean Moulin, et il y a une implication très très bizarre de la CIA. Je vous renvoie à un certain nombre d'ouvrages d'Adrien Croix sur la question. Surtout les gens qui ont commencé en fait dans la bourgeoisie française et occidentale à choisir le camp américain, passer du camp allemand au camp américain à partir du moment où ils sentaient que les choses tournaient mal. Voilà, bien sûr, c'était pas anodin de travailler l'OSS. Mais ce que je veux dire, c'est que Marcus, lui, le justifiait, disons, de son point de vue, avec cette espèce de division un peu des tâches. Et attends, juste peut-être, faut expliquer qu'à un moment, Marcuse a écrit aussi un livre sur le marxisme soviétique, parce qu'il était, en fait, c'est la personne qui observait justement le marxisme soviétique pour le compte justement de ces gens qui prennent des décisions. Et voilà. Et peut-être, il faut aussi le préciser pour des Français, c'est que justement, ces grandes fondations, après il y a la fondation Ford, et on verra le rôle qu'elle joue avec la French Theory, mais la fondation Rockefeller, la fondation en fait des barons voleurs en fait, qui font de la défiscalisation, parce que donc travaille en fait de pied en pied avec la CIA, c'est une façon énorme de financer. En Allemagne, il y a aussi des fondations, c'est un autre système, mais là un peu plus étatique. Voilà, bon, c'est une manière d'intégrer. C'est là où on voit que ce monde privé libéral en fait se sert aussi de l'État d'une certaine manière pour accomplir ses fins. Donc c'est un peu particulier, mais il faut comprendre comment ça marche, et surtout ils ont des moyens absolument gigantesques. Et justement, peut-être on va venir à cette question. Là, on va venir. Pourquoi donc on comprend bien ce qu'ils ont réussi à faire avec l'école de Francfort, enfin se servant en tout cas de ces intellectuels. Peut-être on n'a pas parlé du fait que par exemple Walter Benjamin, lui, n'a pas pu regagner les États-Unis. C'est très important. Et en fait, il y a une reprise dossier qui avait été plus ou moins évoquée, parce que Hannah Arendt avait commencé à dire à Adorno et Horkheimer, mais qu'est-ce que vous avez fait avec Walter Benjamin? Vous avez les moyens de le sauver, et pourquoi il s'est suicidé à la frontière franco-espagnole? Ils l'ont abandonné. Voilà. Et maintenant, voilà, on avait des doutes là-dessus. Et là, voilà, j'ai vu tous les articles que tu m'as envoyés, les articles écrits en allemand. Ça a été démontré. Ça a été démontré. Voilà, parce que Walter Benjamin était beaucoup plus proche de Brecht, par exemple, était beaucoup plus marxiste en fait. Exactement. C'était ça le problème. C'est ça. Donc il voulait pas. Horkheimer, il avait plein de fric, mais il voulait pas sauver Benjamin. Et c'était surtout parce qu'il était trop proche de la personne que Adorno a décrit comme quelqu'un de sauvage, c'est-à-dire Brecht, et il craignait son marxisme. Et bon, Benjamin a aussi des aspects, c'est quand même, il y a un aspect mystique chez Benjamin, il y a quand même d'autres dimensions de sa pensée, mais il était quand même très influencé par Brecht et orienté plus vers la gauche que Adorno, Horkheimer et les autres. Et Bertolt Brecht, je l'ai appris en te lisant, c'est qu'en fait, il va parler de l'école de Francfort dans sa pièce Turandot. Et donc, pour eux, c'était les prostituées, en fait, de l'Occident. Je voulais juste préciser pour que tous les gens comprennent, quand on dit que nous, on fait plutôt l'apologie du socialisme réellement existant, on demande simplement à avoir une attitude, disons, neutre, et un peu de bienveillance, mais on sait très bien que on emploie souvent, parce qu'on a lu Le Sourdeau, toi et moi, que c'est un processus d'apprentissage, le socialisme, donc on est prêt à reconnaître qu'il y a des erreurs, etc. Il ne s'agit pas de... Mais on refuse cette attitude qui consiste à dire que de toute façon, un peu comme disait Deleuze, parce que finalement c'est devenu un mantra en fait, toutes les révolutions échouent. Et donc enfermons-nous dans le désespoir à l'Adorno, et puis dans l'ignorance. Ils ne font même pas étudier. Oui, exactement. Oui. Et comme Lukács décrivait par exemple que le Francfort, il est le grand hôtel de l'abîme. Il s'enferme dans ce grand hôtel de l'abîme. Voilà, c'est cette attitude qu'on refuse. On ne demande pas aux gens d'approuver tout ce qui s'est passé dans les pays socialistes à tous les moments. On est capable on demande l'esprit critique évidemment. Mais justement l'esprit critique, ça n'est pas condamné de manière en bloc et systématique. Bon, je pense que là les gens ont à peu près compris pour l'école de Francfort. Donc justement, on va passer. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, on est plutôt sur les Allemands, on comprend en même temps, parce qu'ils avaient des liens, puisqu'en même temps tous les marxistes ont été avec l'Allemagne, donc ils prennent ceux qui les intéressent, ils rejettent les autres, etc. Bon. Et à un moment, ils s'intéressent à la France. Et surtout à partir des années 60. Alors, on peut comprendre que la France, disons, de 45 jusqu'à la guerre d'Algérie, c'est une période très très tendue. Le Parti communiste est très fort.
encore. D'une certaine manière, il marque encore la réalité de notre pays, que je pense par exemple à la sécurité sociale, le statut de la fonction publique, les grandes nationalisations, bon, on est beaucoup revenu là-dessus, mais voilà, les années 60, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi massivement on voit bien que les États-Unis et les services secrets aux États-Unis sont très, toutes ces fondations sont très intéressées par ce qui se passe là-bas. Oui. Pourquoi à ce moment? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et bon, voilà, c'est un vaste sujet. Je crois qu'en général, ce qui intéressait les États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était de récupérer l'Europe de l'Ouest dans le camp impérialiste. Et donc, il fallait lutter contre le communisme, et le communisme était très fort en France et en Italie. Donc, c'était deux points de repère majeurs pour l'État américain à cette période-là, ainsi que l'Allemagne de l'Ouest, évidemment, parce que c'était divisé. Et donc, en France, je crois que il faut pas faire une lecture un peu mécanique, genre, les impérialistes cherchaient à faire telle ou telle chose, et donc ça marchait uniquement selon leurs désirs et leurs objectifs. Au contraire, ils sont pas omnipotents, ils sont pas omniscients. Il s'agit bien plutôt de comprendre à quel point ils ont essayé de récupérer la gauche française et de manière plus générale la gauche européenne en faisant une distinction entre la gauche compatible et la gauche non compatible, c'est-à-dire la gauche respectable, c'est-à-dire la gauche qui rejette le communisme. Et Thomas Brayden l'a dit très clairement. C'était un des agents c'était un officier de la CIA qui était en Europe. Il a dit, lorsqu'on regarde l'Europe, ceux qui sont vraiment capables de lutter contre le communisme, ce sont des socialistes. Et donc, il faut travailler avec des socialistes. Et c'était brillant. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le communisme avait une telle crédibilité à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que ça aurait été ridicule d'essayer de tout de suite rétablir le fascisme ou de faire des intellectuels de gauche, des intellectuels de droite. Donc, c'était plutôt un projet de soft power qui était très doux, très discret, qui mettait en avant les intellectuels qui étaient soi-disant de gauche, mais qui rejetaient le socialisme réellement existant, et en même temps de remettre en question et de même faire des campagnes contre les intellectuels qui soutenaient le socialisme. Dans le cas de la France, dans l'après-guerre, l'ennemi principal, et c'est intéressant au moins du point de vue américain, c'était Sartre. Sartre, parce qu'il avait une telle visibilité sociale et mondiale, et il se disait marxiste. De notre point de vue, c'était un marxiste occidental. Et de toute façon, quand on fait une analyse dialectique, il faut savoir que il n'y a pas juste un type de marxiste occidental ou un ensemble de principes et que tout le monde suit. Donc, il y a des degrés divers dans le marxisme occidental. Mais c'est vrai que Sartre, à un moment donné, il défendait Cuba, par exemple. Il prenait d'autres positions politiques que je trouve tout à fait lamentables, mais du point de vue américain, c'était quelqu'un qui avait une visibilité politique et aussi un projet littéraire, et donc il était vraiment connu un peu partout dans le monde, et qui disait qu'il y avait de la valeur dans le projet marxiste. Et donc la CIA a entrepris des campagnes très discrètes de diffamation de Sartre et de Beauvoir et de leur version du marxisme. En même temps, ils cherchaient à remplacer le matérialisme dialectique par autre chose. Et donc, c'est pas comme s'il y avait quelques intellectuels qui travaillaient avec la CIA qui ont dit à un moment donné pourquoi pas inventer un truc qui s'appelle la théorie française. Et non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Au contraire, ce qu'ils cherchaient, c'était une forme de science sociale bourgeoise capable de rivaliser avec le marxisme. Et ça servait à plusieurs fins ou objectifs. Parce qu'ils voulaient un cadre d'analyse opposé au marxisme, mais ils cherchaient aussi une manière de gérer
le nouveau capitalisme en Europe occidentale. Et donc, ils avaient besoin de spécialistes en sciences sociales pour faire tout cela. Ils voulaient aussi diviser les champs d'analyse pour qu'on ne puisse pas voir la totalité. Et ils cherchaient à promouvoir des formes de pensée qui étaient ou qui donnaient une espèce d'apparence radicale, mais qui dans le fond s'accommodaient très bien avec le capitalisme et même l'impérialisme. Et donc, ils ont financé, que ce soit la Fondation Ford, la Fondation Rockefeller ou même la CIA, des recherches en sciences sociales qui proposaient des modèles différents. Et le structuralisme a énormément bénéficié des subventions de la part de la Fondation Ford et la Fondation Rockefeller. Et c'est ça, en fait, qui a poussé le structuralisme français au départ, parce que ça ne s'appelait pas la théorie française. Et ils ont aussi cherché à créer des ponts entre la France et les États-Unis, parce qu'ils voulaient une espèce d'architecture internationale avec des institutions anti-marxistes en Europe et aux États-Unis. Donc ça s'inscrivait également dans un projet qui s'appelle le projet marxiste-léniniste de la part des de la Fondation Rockefeller, qui réunissait tout un ensemble d'institutions et de recherches. Il faut que les auditeurs comprennent. Le projet marxiste-léniniste de la Fondation Rockefeller. Oui. Non, juste, on s'arrête, on fait une pause, voilà, oui. On essaie de comprendre déjà ce que ça veut dire. Quoi. Oui, voilà. C'était un projet qui consistait à financer des recherches sur le marxisme-léninisme, mais le but, évidemment, c'était de comprendre ce que c'est que le marxisme-léninisme afin de lutter contre le marxisme-léninisme. Aussi de comprendre le marxisme de l'Est. Et un des objectifs, c'était également d'essayer de proposer un niveau d'analyse marxiste qui pourrait remplacer l'hégémonie soviétique sur les études marxistes. Et donc, ils ont contribué des sommes très importantes à des chercheurs afin de créer un réseau en Europe et aux États-Unis, et tout était lié. Donc il y avait des centres de recherche à Berlin, à Fribourg, à Amsterdam, à New York, dans d'autres universités aux États-Unis. Et il y avait aussi d'autres cercles qui étaient impliqués, y compris, mais pas directement dans le projet marxiste-léniniste, mais de toute façon, ils étaient impliqués, mais à un degré un peu plus... ils étaient un peu plus lointains par rapport au cœur même du projet. Il y avait l'école de Francfort et l'école pratique des hautes études, qui est devenue l'école des hautes études en sciences sociales, notamment la 6e section de l'école pratique des hautes études, qui était quand même le centre du structuralisme français, ainsi que de l'école des Annales. Parce qu'ils ont reconnu, surtout dans l'école des Annales, de la génération de Braudel. Pas avant, parce que bon, il y a tout un parcours. Et certainement aussi, pas Labrousse, certainement pas Pierre Villard. Exactement. Et donc là, ils cherchaient, et d'ailleurs, quand on regarde les archives, on reconnaît à quel point tous ces réseaux est tel qu'on retrouve les mêmes personnages et les mêmes établissements et les mêmes centres de recherche qui travaillent ensemble. Donc, dans le cas du structuralisme français, je crois que tous les chercheurs sont d'accord que le structuralisme français a été lancé aux États-Unis lors du congrès qui a eu lieu à Baltimore en 1966. Ces congrès ont été financés par la Fondation Ford, mais les organisateurs ont travaillé de près avec l'école pratique des hautes études, la 6e section, et le centre... Le HESS, quoi. Oui, qui est devenu... Oui. Bah, à l'époque, parce que c'était à partir de 1975 que c'est devenu le HESS, donc à l'époque, c'était la 6e section de l'école pratique. Mais à l'époque, en fait, le Humanities Center, donc le centre pour les sciences humaines, à Baltimore, à Johns Hopkins, était fondé et organisé sur le modèle de la 6e section de l'école pratique
et l'école pratique participaient en fait à l'organisation de ces centres de recherche et du congrès. Il y avait même Charles Morazet de l'école pratique qui assistait à ces congrès. Donc, comme ça, on voit toute l'architecture. Il faut faire comprendre aux auditeurs pourquoi le structuralisme pouvait lutter contre le marxisme, alors que d'une certaine manière, l'étude du Capital sur le Marx, c'est l'étude des rapports de production. C'est pas simplement, on se contente pas simplement de faire l'étude de l'histoire de la propriété, mais simplement ce sont des rapports. Donc il y a un côté structural, si on peut dire systématique, disons, l'étude du. Mais alors justement, peut-être faire comprendre pourquoi justement c'est d'une manière structuraliste. Je sais de nier l'histoire d'une certaine manière du fait que justement les structures se succèdent pas aux autres. Peut-être on peut parler de Foucault, parce que même l'année 66 c'est l'année des mots et des choses, qui a été donc traduit immédiatement aux États-Unis, et là il s'agit d'arriver à des grandes épistémées, parce que pour lui en fait c'est la façon même dont on fait la science qui n'ont pas de lien entre elles. Il y a des solutions de continuité en fait d'une certaine manière, et c'est une manière en fait d'isoler le marxisme en disant l'économie politique c'est propre au marxisme, c'est propre au XXe siècle. Le marxisme est, comme il dit, est comme un poisson dans l'eau dans le 19e siècle, mais au-delà il meurt en fait. Voilà. Donc peut-être expliquer un peu à quoi, d'une certaine manière. Avant il y avait l'existentialisme, une conception de la liberté un petit peu mystique à la Sartre, mais qui débouchait sur quand même grosso modo quelque chose qui va vers l'engagement, qui va vers la politique, qui va vers et donc de cette manière ils pouvaient pas l'avaler ça, les dirigeants des États-Unis. Le structuralisme, ça leur allait parce que là on a débouché vers une vision très technocratique en fait de la science. Voilà, peut-être pour expliquer pourquoi ils avaient besoin de ça. Oui, tout à fait, parce que c'est une vision anti-dialectique du monde. Voilà. Et donc, dans le structuralisme, Foucault se disait pas structuraliste. Il a même réédité un de ses ouvrages en remplaçant le mot structure par système, etc. Mais bon, on n'est pas obligé de se contenter en fait des mots des penseurs, parce qu'on peut regarder leur pratique théorique. À la base, il est resté structuraliste dans le sens où il était anti-dialectique. Donc il a proposé des analyses de structure très figées, sans pouvoir expliquer comment on passe d'une structure à l'autre. Bon, un peu plus tard, dans les années 60 et même début des années 80, il a fait des tentatives d'expliquer comment ça se fait, mais à mon avis, il a pas réussi. Et donc, ce que la Fondation Ford et de façon plus générale, les Américains ont vu dans le structuralisme, c'était une manière de faire des sciences sociales qui rejetait la lutte des classes. C'était ça le fond. Qui rejetait la lutte des classes et d'ailleurs ne se concentrait pas sur l'impérialisme. Foucault, c'est quelqu'un qui s'intéressait pas au colonialisme. Il était eurocentrique. Il a fait des analyses surtout de l'Europe occidentale, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de la France. Et donc là, on voit une espèce de confluence entre les modes d'analyse de Foucault et les intérêts politiques de la classe dirigeante américaine. Et d'ailleurs, c'est comme ça, je crois qu'il faut comprendre ces choses-là. C'est pas comme si il y avait, parce que souvent quand comme moi je présente mes recherches, on a tendance à se dire, à dire tout de suite, bon, il s'agit d'une espèce de complotisme ou voilà, c'est la CIA qui a tout contrôlé. Non, c'est pas du tout le cas. Au contraire, il y a un système qui est un système très puissant de production du savoir et aussi de distribution et de consommation. Et ça implique les universités, les maisons d'édition, la culture, les médias, etc. Et tout ce système est géré par la classe, directement ou indirectement, par la classe capitaliste, parce qu'il s'agit de l'appareil culturel bourgeois. Et il y a des sujets intellectuels qui sont libres en quelque sorte. C'est-à-dire que Foucault, il n'a pas écrit ce qu'il a écrit parce qu'il cherchait c'est vrai qu'il était anti-marxiste, il était anti-communiste. Et un beau fonctionnaire gaulliste. Avant 68, après ils sont devenus pseudo-radicaux, mais ça, on va en parler après, peut-être. Oui.
Ouais. Mais enfin bref, je voulais juste souligner le fait que c'est pas comme s'il y a une espèce de déterminisme réducteur qui consisterait à dire que tout est géré par le système. Oui, que la CIA appuie sur un bouton pour que Foucault écrive ses livres, ça marche pas comme ça. Pas du tout. Il regarde ce qui marche et puis il promeut. Exactement, voilà. Il regarde ce qui marche et puis il y a aussi la liberté des intellectuels et surtout les intellectuels qui cherchent quoi? Le succès dans l'après-guerre, quand l'argent, ça vient d'où? Et donc, les opportunistes cherchaient, hier comme aujourd'hui, à s'intégrer dans le système américain. Et donc, lorsque Brecht disait que les membres de l'école de Francfort sont des prostituées, il parlait de ça. Il cherchait des subventions de la part de la classe capitaliste et il cherchait à s'intégrer dans le système. Et donc, oui, il y a de la liberté des intellectuels, mais cette liberté est animée par l'opportunisme et c'est le système de production, de circulation, de consommation des idées bourgeois qui conditionne en quelque sorte cette liberté-là. Et donc je crois que c'est très important d'insister là-dessus. Oui, il y a un exemple qui m'a marqué, tu vas peut-être le trouver un peu périphérique, mais j'ai appris par toi que par exemple Lucien Goldman faisait partie des gens qui ont été subventionnés. J'avoue que moi, tout ce que j'ai lu de Lucien Goldman, ça me paraissait quand même très très intéressant, très dialectique, très hegelien, très marxiste. Alors c'est vrai qu'il parlait pas du tout d'épistémologie, il y avait eu une retraite, surtout après l'affaire Lysenko. Les marxistes osaient plus, de cette époque, n'osaient plus du tout parler de science. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, lui, il ne s'est pas vraiment imposé sur le marché, à tel point que même les éditions Delga ont dû republier des livres, donc ça prouve que vraiment le marché ne savait plus quoi en faire. Mais j'ai l'impression que son mérite principal, c'était d'être anti-soviétique et pro-yougoslave, à l'époque pro-autogestion. C'est pour ça qu'il a été pris. Et puis en même temps, on voit bien que j'arrête pas de dire que il y a les seules personnes qui avaient compris quand je présente les choses, quand je présente le bouquin, en disant qu'il y a deux entités qui avaient compris la French Theory dans les années 60, c'était Michel Kouskar, qui critiquait d'un point de vue marxiste et la CIA, mais ils n'avaient pas non plus tout compris, parce que par exemple, Althusser ne venait pas aux États-Unis, parce que simplement il était membre du Parti communiste français, alors qu'au contraire, Althusser, tellement influencé dans ses réseaux à l'école de Noailles supérieure par tous ces réseaux French Theory, va lutter contre la dialectique, contre l'humanisme, arriver carrément à ce qu'il appelle le matérialisme de la rencontre, donc la dialectique n'existe plus. C'est-à-dire d'une certaine manière, il a complètement désossé le marxisme, mais là d'une certaine manière, il n'a pas spécialement été promu, il faisait partie de ce milieu. Et alors des fois aussi la CIA se plante, parce que par exemple le financement des nouveaux philosophes, je pense que là ça fait rire tous les Français. Ça peut-être moins fait. Ça a peut-être marché à la fin des années 70, les Glucksmann, les Lévy, Bernard-Henri Lévy, etc. Ça marchait un temps, tout le monde passait un apostrophe, etc. On détruisait bien le communisme. Aujourd'hui, ça s'est pas imposé sur le marché. Ça s'est pas imposé parce qu'il n'y a pas de contenu, d'une certaine manière. Alors que bon, le structuralisme, ça marche d'une certaine manière parce que on pourrait dire que le marxisme, pour dire les choses de manière un petit peu caricaturale, c'est en quoi les structures évoluent en fonction de la lutte des classes et de la liberté des individus, qui elle-même est le produit de la nécessité, mais en même temps une compréhension de la nécessité. La définition matérialiste de la liberté, c'est ça. Tu es libre à partir du moment où tu comprends en quoi tu es conditionné, c'est plus Spinoza, c'est ça. Voilà. Là, on n'a pas le marxisme. Alors, vous pouvez faire une idéologie bourgeoise intelligente à partir du moment où vous prenez une partie du système, j'allais dire hegeliano-marxiste dans ça, et vous isolez. Et quand vous isolez, vous avez une idéologie qui est bankable, pour bien parler français, et que vous allez pouvoir, sur laquelle vous allez pouvoir insister pendant des années. Et puis après, peut-être pour étayer vraiment tout ce que tu dis sur le fait que après le marché s'impose dans les universités, parce que les étudiants sont obligés de lire ça. Alors, évidemment, on va vous dire, vous voulez pas qu'on lise ces gens-là, vous voulez qu'on lise les classiques du marxisme. Déjà, le marxisme c'est vaste, il n'y a pas que les classiques du marxisme, il y a des tas de gens qui travaillent. Et surtout, de toute façon, si vous êtes étudiant en philosophie, il faut que vous lisiez tout. Et si vous n'avez pas le temps de lire, parce que on sait très bien que il faut que vous lisiez les choses comme relativement différentes. Mais ce problème-là, c'est qu'il s'agissait au bout d'un moment de matraquer, c'est un véritable matraquage. Et on sait que dans toutes les facs dans le monde entier, si vous êtes étudiant en philosophie, vous devez connaître la French Theory, vous devez parler ce langage, quoi. Donc et alors peut-être très rapidement, parce que je pense le temps tourne, mais en 68, ces penseurs vont devoir se radicaliser parce que c'est l'ère du temps. Donc Foucault assez pauvre, il faut qu'il parle des prisons, etc. Mais il faudrait peut-être qu'on parle, parce que plus tu l'as connu, puisque tu as fait ton mémoire avec lui, c'est Jacques Derrida. Donc la déconstruction, comment ça va arriver, comment aujourd'hui on arrive à la politique identitaire aux États-Unis qui en fait énormément affaibli la gauche, parce que c'est pour ça on veut parler de fascisation actuellement aux États-Unis, mais qui est due, cette fascisation, elle est due aussi à l'affaiblissement en fait des mouvements ouvriers aux États-Unis. Donc quelles sont les conséquences de cet anti-marxisme en fait dans
de la gauche. Est-ce que tu peux décrire un peu tout ça avec, un peu brièvement, disons, qu'est-ce qui s'est passé après 68, la déconstruction, comment on en est arrivé là? C'est une vaste question, il y a beaucoup de choses, mais... Ben, je dirais que c'est important de savoir que la pensée française a été vendue aussi comme la pensée 68, hein, et c'est pas du tout le cas. Sur le plan pratique, si on regarde de près, j'ai un long article là-dessus. En fait, la plupart des penseurs dits de 68 étaient contre le mouvement ouvrier, ça c'est clair et net, mais ils étaient également assez suspects à l'égard du mouvement des étudiants et des jeunes, mais pas pour les mêmes raisons que les marxistes à l'époque ou quelques marxistes à l'époque qui voyaient une espèce de radicalisme petit bourgeois. Ils étaient contre ce mouvement parce que ils étaient beaucoup plus conservateurs et ils cherchaient surtout à faire la révolution dans le discours plutôt que dans la rue, en bref. Et donc, que ce soit Derrida ou Foucault ou d'autres de cette génération, de Lacan, etc. Deleuze était un peu impliqué à Lyon. Il a montré une certaine adhérence au mouvement des étudiants, mais bon, c'était très bref. Et donc ça c'est important à souligner, mais ça montre, ce qui est important là-dedans, c'est que ça montre qu'aux États-Unis, ces penseurs ont été vendus comme des radicaux. De même que les étudiants ont occupé la Sorbonne, on dit que les penseurs français ont vraiment attaqué les institutions du savoir et ont proposé quelque chose de si radical qu'on ne peut même pas contenir leurs pensées dans des catégories telles que les catégories qui existaient avant eux. Donc là, il faut démolir ce mythe. Et ensuite, également rattacher la pensée française à la politique identitaire, parce que tu as tout à fait raison que ce que la pensée française a fait outre-Atlantique, c'est que ça a donné une espèce de façade sophistiquée à la politique identitaire, c'est-à-dire la politique antidialectique, la pensée essentialiste, qui consiste à dire que le point de départ, c'est la différence, l'altérité, et que toutes ces différences, le but de respecter les différences qui sont essentialisées, c'est l'objectif principal de la politique. Et là, je crois qu'il y a une espèce de confluence d'ailleurs entre la pensée de la différence telle qu'elle a été établie en France et les intérêts de la politique identitaire aux États-Unis. La pensée de la différence ici, surtout dans la période des années 60 par exemple, 70, je crois qu'il faut reconnaître d'ailleurs qu'il s'agissait en quelque sorte... On précise, c'est Derrida. Oui, il écrit différence avec un A. Voilà, oui, c'est Derrida, mais c'est aussi Deleuze. Ça dépend de la manière dont on interprète ses auteurs. Mais Lévinas aussi, c'est un penseur de l'altérité. Lyotard, c'est le penseur du différent. Enfin, ils ont tous leurs concepts propres. Parce que finalement, il ne s'agit pas de changer le monde. Il s'agit de vendre ses concepts. C'est ça l'objectif principal. Mais cette pensée de la différence, je crois qu'il faut bien la situer dans l'histoire, parce qu'il s'agissait de distinguer la pensée de la différence à la pensée totalitaire, la pensée totalisante, la pensée universaliste, qui était identifiée au monde soviétique, au monde marxiste. Et à Hegel aussi. Oui, Hegel, c'est la bête à abattre. C'est pour ça que Deleuze parle d'anti-hégélianisme généralisé pour parler de la pensée française à cette époque. Donc, ça devient un mot de passe, en fait. Si vous critiquez Hegel, ça veut dire que, comme tu dis, c'était l'opportunisme. C'est ce qu'il faut pour, au bout d'un moment, c'est une question de politesse. Voilà, faut être anti-hégélien. Sinon, ça fonctionne pas. Voilà, vous êtes bien vu dans anti-marxiste. Donc, anti-marxiste, c'est ça. C'est ça que mais c'est trop vulgaire de dire je suis anti-marxiste en 68. Vous pouvez pas le dire comme ça. Mais dire vous êtes anti-hégélien, ça passe. C'est plus sophistiqué. C'est plus sophistiqué. Donc je crois que les conséquences aujourd'hui, juste pour terminer sur cette partie de la question, c'est que si la pensée française a eu une influence, disons, politique sur l'Amérique du Nord, c'est surtout en donnant cette espèce d'image sophistiquée à la politique identitaire qui finalement mène nulle part, parce que la politique identitaire, au fond de la politique identitaire, il y a l'essentialisme et la pensée raciste et racisante, c'est-à-dire la pensée qui consiste à dire que au sein de la famille humaine, il y a des races différentes, il y a des êtres différents. Et ça, c'était un des ennemis
principaux du marxisme depuis le début. Oui. C'est l'exploitation qui crée le racisme, c'est pas le racisme qui crée l'exploitation. C'est ce sont les rapports de voilà. Ouais. Ouais. Donc ça a cherché à vraiment renforcer une approche culturaliste, une approche essentialiste et métaphysique de la politique, qui n'est pas très loin finalement de la guerre des civilisations, de perspective. Et donc à ce niveau-là, c'est une pensée antidialectique qui a eu des conséquences plutôt déplorables à mon avis. Et il y a certaines personnes qui pensent que finalement, bon, ce sont des progressistes, ils ont quand même contribué à quelque chose. Enfin, ils ont contribué justement à renforcer ces prises de position-là contre le marxisme et l'analyse dialectique des identités et de la lutte des classes, y compris la lutte des classes concernant les identités racisées et les identités de genre. Donc, il ne s'agit pas du tout de dire ensuite, ok, toutes ces questions concernant le genre, la sexualité, la race, on s'en fout, on va faire une espèce de réductionnisme à la classe, mécaniste, etc. Non, loin de là. Et toi, tu connais très bien, parce que d'ailleurs, je crois que tu l'as traduit en français, le bouquin de Le Sordo sur la lutte des classes. Ouais, tout à fait. Qui est très clair là-dessus. Oui, pour dire la lutte des classes, il explique en quoi justement le mouvement communiste depuis les origines lutte contre toute forme de racisme, contre toute forme d'antiféminisme. Enfin, c'est une évidence. Mais justement, il le lit d'autant mieux qu'il le relie à la lutte des classes. Il le relie en fait à la contradiction principale de la société, qui est la condition capital-travail. Justement, il ne cherche pas à faire, comme disait Michel Kouskar, la guerre civile chez les pauvres, en fait, où on coupe, en fait, c'est des luttes détachées les unes des autres. Et cette essentialisation, c'est-à-dire que bon, d'un moment, ne comprend pas ce qui permet justement d'y mettre fin. C'est une manière. Donc c'est particulièrement pervers parce que c'est de gauche en sens de bonnes intentions et ça débouche en fait sur finalement une sorte de réductionnisme qui est quasiment fascisant parce que quand on ne voit que des essences, que des ethnies, ça revient à ça. Si vous changez simplement le jugement de valeur. Oui, non, tout à fait. Quand on regarde ce que fait Trump maintenant, c'est la politique identitaire, mais pour les blancs. Mais pour les blancs, voilà, oui, c'est ça. Et pour les hommes. D'ailleurs, c'est exactement la même logique. Donc, exactement. D'ailleurs, on voit où ça mène justement. Au fascisme. Et c'est pour ça, d'une certaine manière, Kouskar, quand même, quand il dit néofascisme, idéologie du désir, au début des années 70, en fait, il voit où ça mène, en fait, cette espèce de ce qui fait penser qu'il ne savait pas évidemment tout ce à quoi tu as eu accès, c'est-à-dire comment s'est menée, en fait, cette politique culturelle, par qui elle a été financée. Mais il faut dire que là, à mon avis, s'il avait été là, il aurait été vraiment stupéfait de tout ce que tu apportes, parce que je pense, par exemple, là, je pensais pas que c'était à ce point, mais tu montres la fondation Mellon, soutient à la fois Judith Butler et Donald Trump. Oui. Bon, là, je crois qu'on a tout compris. Oui. Bon, voilà, je pense que c'est pas besoin d'en dire plus, parce que voilà, je crois qu'on a vraiment tout dit. Mais là, récemment, là, en France, on parle beaucoup des noms de Alain Badiou, Slavoj Žižek. Ils ont été imposés pour présenter une idée du communisme. Alors, on peut pas dire qu'ils sont anticommunistes, parce qu'ils se disent communistes. Voilà. Donc, en même temps, bon, presque à chaque fois, ça se présente comme toujours opposé aux pays réellement socialistes, enfin aux pays socialistes qui ont tenté de faire quelque chose. Donc est-ce que c'est toujours la même stratégie du marxisme occidental qui est à l'œuvre? Et puis ça, on va peut-être un peu parler de troisième tome de cette trilogie, parce que là, c'est qu'est-ce qui se passe un peu dans les dernières années, parce qu'en plus de l'école de Francfort, la French Theory, où on en est un petit peu avec j'ai pris ces deux penseurs au hasard, mais c'est vrai qu'en même temps, tu as fait ta thèse avec Badiou, Žižek, tu as fait un article. Il a fait l'erreur d'ailleurs de te répondre, mais non, c'est très bien d'une certaine manière, mais bon, pour dire que tu étais stalinien, ce qui est un peu ridicule. Bon, c'est toujours pareil. Je pense il n'a pas compris l'article. Oui, je crois qu'il n'a pas compris de quoi ça. C'est pas un chercheur sérieux. Oui, de toute façon, je crois que c'est ça aussi le problème. Pardon, vas-y. Oui, je crois que ils sont tout à fait dans la continuité de tout ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire que Badiou et Žižek, si ce sont des marxistes occidentaux. Oui. Ils les disent très clairement et nettement eux-mêmes. Oui. Et parce qu'ils rejettent le socialisme réellement existant. Bon, à une exception près pour Badiou, parce que il
très intéressé par la révolution culturelle et une certaine partie de la révolution culturelle en Chine. La commune de Shanghai. Oui. Et il s'agit surtout, en fait, de la révolution dans la révolution, c'est-à-dire l'attaque contre le parti, contre l'État, cette dimension anarchisante, en fait, de la révolution culturelle. Et donc, mais en ce qui concerne la Chine d'aujourd'hui ou d'autres États socialistes, non. Enfin, il ne soutient pas. Et surtout pas, mais c'est ça. Oui, surtout pas. Et d'ailleurs, quand il cherche des exemples du communisme, quand il essaie de faire de l'idée du communisme quelque chose de concret, il donne quelques exemples. Et un de ces exemples clés, c'est Solidarność. Et on sait très bien, l'ouvrage de Bruno Drzewski sur Solidarność est excellent d'ailleurs, qui a été publié chez Delga. Et il montre très bien qu'au début, il y avait un mouvement de réforme à l'intérieur du socialisme. Donc lorsque Badiou parle de Solidarność, il ne parle pas de ça. Il parle en fait du mouvement qui a finalement, qui était finalement contre-révolutionnaire. Et donc, lorsque tu donnes un exemple du communisme d'aujourd'hui, et c'est un exemple contre-révolutionnaire, tu vois très clairement où ça mène. Dans le cas de Zizek, en fait, c'est presque pire, parce qu'il est devenu connu lui-même en tant que marxiste dans le monde occidental, mais c'était pas du tout son point de départ. Son point de départ était Heidegger, donc philosophe fasciste qui n'a jamais en fait coupé ses liens, dans le sens où il a jamais entrepris d'autocritique en fait de son orientation fasciste pendant la guerre, et il a aussi traduit Derrida très tôt, Zizek. Oui, au moment de l'Yougoslavie socialiste. Hein, donc, oui, mais après il se vante d'avoir participé au démantèlement du socialisme yougoslave. Et donc, et il a même cofondé le parti politique libéral, pro-capitaliste et anti-communiste. Oui, il favorable aux privatisations. Hein. Oui, en faveur des privatisations. Oui. Et donc, sur le plan pratique, c'est un anti-communiste. Oui, c'est ça. Et donc, là, on voit un exemple très clair d'un marxiste occidental qui est en théorie marxiste et en pratique anticommuniste. C'est très très clair. Dans le cas de Badiou, en fait, il y a une citation que j'aimerais bien partager avec toi, parce que ça résume un peu une partie de son travail. Il dit... ça, c'est dans l'ouvrage Peut-on penser la politique. Il dit ainsi aujourd'hui, ni les États socialistes, ni les luttes de libération nationale, ni enfin le mouvement ouvrier ne constituent plus des références historiques susceptibles de garantir l'universalité concrète du marxisme. Donc, l'échec à tous les niveaux. Pour être communiste, il faut être contre les États socialistes, contre les luttes de libération nationale et contre le mouvement ouvrier. C'est à cette condition qu'on peut être communiste. Oui, voilà, oui. Ou avoir une nouvelle idée du communisme. Une idée, en effet, elle est très nouvelle, cette idée. Elle est c'est aussi beaucoup une idée, là. Oui. Elle est très nouvelle et en même temps, comme toutes les idées nouvelles sous le capitalisme, une idée très ancienne, parce qu'il s'agit du socialisme utopique. Critiqué par Engels au nom du socialisme scientifique. Donc, encore, je le trouve dur avec des gens comme Fourier et tout. Voilà, je trouve qu'il y avait plus de mérite, à mon avis, par rapport à ça. Peut-être bien, Bon, toujours leur tour, mais là, bon, on va peut-être terminer. Quelle riposte on peut mettre en place contre le marxisme occidental aujourd'hui, maintenant? Bon, on a parlé un peu de cette internationalisation, de choses qui se mettent en place. Et voilà, pour la lutte des classes dans le monde intellectuel et pas uniquement intellectuel, aussi pratique, parce que de toute façon, la guerre théorique, c'est aussi une guerre pratique. Il faut un travail collectif. Donc, je suis très content de pouvoir publier ces 3 ouvrages et j'espère que ça aura de l'influence. Mais pour vraiment combattre le marxisme occidental, il faut surmonter la fracture idéologique qui est beaucoup plus vaste que le marxisme occidental. Il faut vraiment une réorientation idéologique et ça demande un travail énormissime. Parce que c'est pas uniquement les marxistes occidentaux, c'est de façon beaucoup plus large la culture bourgeoise dans le monde de l'Occident qui
discréditer le communisme et le socialisme réellement existants, et qui, malheureusement, a mis dans la tête des gens l'idée que le socialisme égale les goulags, catastrophes, espèce d'enfer pas possible. Et on ne voit pas le lien très direct entre le socialisme et la libération humaine. Et d'ailleurs, la libération universelle, parce que c'est pas uniquement humaine, c'est toute la libération de la planète, quoi. Une fois, je t'entendais pour que tu dis, on dit toujours que ça a échoué partout, alors qu'au contraire, non, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça a réussi, parce que ça a libéré la planète du fascisme, ça a sorti énormément de peuples de la famine, de millions de personnes, voilà, de la pauvreté, du sous-développement, et aujourd'hui, c'est toujours une idée en cours, et c'est un enjeu, quoi, contrairement. Et c'est un projet en cours, parce que c'est un projet tout à fait nécessaire et urgent, parce que dans le monde dans lequel on vit, on est face à l'exterminisme, comme dit très bien Georges Gassot. Et l'exterminisme, que ce soit par des forces militaires ou par l'écocide, par la fin de la planète, on est vraiment face à quelque chose qui nous oblige à changer de paradigme et à vraiment ouvrir nos analyses pour qu'on puisse prendre au sérieux l'alternative socialiste. Mais bon, déjà l'étudier, pouvoir l'étudier et pas simplement la traiter avec condescendance, parce que tous ces gens ne font que... Ce sont toujours des clichés, à chaque fois qu'ils parlent du socialisme. Alors, en fait, ce qu'il faudrait, c'est déjà étudier. Essai, erreur, mais voir qu'a priori, de toute façon, ça va être... on n'aura pas d'autre choix que ça, de toute façon. Oui, tout à fait. Non, mais il faut une approche scientifique, et plutôt que l'ignorance programmée de l'idéologie dominante. Pourquoi pas étudier quelque chose, sauf si on accepte d'emblée la propagande impérialiste. Et c'est ça le problème avec la plupart des marxistes occidentaux. Ils n'ont jamais, de manière sérieuse, étudié le socialisme réellement existant. Quand tu regardes les notes de bas de page, quand il y en a, parce que d'habitude il n'y en a pas, mais quand il y en a, ici des gens comme Arthur Koestler. Arthur Koestler a travaillé de près avec la CIA. C'est la propagande pure. Et donc, George Orwell, quoi. Oui, la même chose. Et donc voilà, il y a toute une réorientation idéologique qui est à faire. Pour ça, il faut un travail collectif. Et il faut aussi, de même que dans le monde bourgeois, il y a tout un appareil culturel pour produire, diffuser et consommer la culture, il nous faut notre propre appareil culturel. Il faut travailler ensemble, mais aussi avoir des institutions, des espaces de rencontre, des plateformes, des médias, des publications, des maisons d'édition, tout, pour qu'on puisse travailler ensemble et avoir des conditions matérielles pour faire advenir des gens, et aussi pour pousser et aller à l'offensive. Et je pourrais conclure en disant qu'à mon avis, il y a deux problèmes principaux. Il y a un problème théorique et un problème organisationnel. Je ne sais pas, ça marche pas très... c'est pas très bon en français, mais bon. Et le problème théorique, pour commencer, c'est que en fait, on a, avec le marxisme occidental, avec la théorie française, on a abandonné, plus ou moins, le marxisme au sens vrai du terme, et le projet universaliste du marxisme. Il faut pas seulement en revenir comme s'il y avait une espèce de dogme à répéter, mais il faut étudier cette tradition pour la faire avancer. Et il faut énormément d'innovation, mais l'innovation collective est orientée vers le monde pratique. C'est pas la même chose que d'innover en créant de nouveaux concepts afin de les vendre sur le marché. Mais il y a aussi un problème d'organisation, parce que il y a finalement dans le monde aujourd'hui, le peuple souffre énormément. Et il y a, par-ci, par-là, des mouvements des ouvriers, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit, par exemple, aux États-Unis, le mouvement contre la guerre, ou toutes les guerres menées par Israël. Et donc, il y a des luttes diverses. Il y a le désir aussi de changer le monde. Mais pour pouvoir fédérer entre tous ces mouvements, tous ces désirs aussi, et regrouper ces mouvements dans une forme collective, il faut donner de la structure et il faut
organiser ça pour qu'on puisse lutter, pas seulement pour résister, mais pour pouvoir gagner. Et là, on a énormément de travail à faire. Et c'est tellement urgent parce qu'on est face, sinon, à la fin du monde, oui. Littéralement. C'est ça. Et donc, les enjeux sont extrêmement importants. Donc, continuons à travailler ensemble et faisons ce que nous pouvons faire. Parfait. Ouais. Merci infiniment, Gabriel. Merci au plus pour la qualité de ton français. C'est vraiment très clair pour tout le monde. Merci à vous. Merci.